c'est la guerre dans Jujutsu Kaisen Modulo. Dabura Karaba, le plus fort des Sumériens, est face au familier le plus puissant de la technique des 10 ombres, le général Makora. Dabura, tout comme Sukuna à l'époque, tient tête à Makora. Il comprend extrêmement rapidement le fonctionnement de sa technique. La puissance du Deskuntien dépasse l'entendement. Mais qui pourra venir à bout de cet adversaire redoutable? De l'autre côté, le combat fait rage entre Maru et Tsurugi. Maru décide de nous révéler sa technique occulte qui se nomme Chaos et Harmonie. Est-ce qu'un des petits-enfants Okotsu va survivre à ce massacre? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen Modulo. Les gars, c'est tellement fou ce qui se passe. On entre dans le pic de Modulo là. Dabura semble réellement être du niveau de Ryomen Sukuna. Son affrontement face à Makora me rappelle vraiment le massacre de Shibuya. D'ailleurs les gars, on va tellement bien manger avec la saison 3 qui arrive en janvier. Restez branchés. J'ai fait mon face reveal d'ailleurs. Merci pour tous vos commentaires positifs. Vous m'avez bien cheb. Pour revenir au chapitre, l'environnement est complètement ravagé à cause de l'affrontement de ces deux monstres. Tout le monde attend le retour de Yuji Itadori, qui est sûrement le seul qui pourrait vraiment vaincre Dabura. Tsurugi également face à un Maru à pleine puissance, et honnêtement je pense que ça va être très compliqué pour lui. Mais un détail du chapitre semble induire le retour d'un certain fléau de rang S, extrêmement puissant. En tout cas, si tu veux tout comprendre sur la suite de Jujutsu Kaisen Modulo, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de comment je gagne de l'argent en jouant pendant mon temps libre. Vous voyez ça? C'est ce que j'ai gagné en jouant quelques minutes pendant que je bossais sur cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Freecash, c'est une plateforme 100% gratuite qui te permet de gagner de l'argent réel juste en jouant à des jeux mobiles, en répondant à des petites enquêtes ou en testant des applis. Ils sont notés 4,8 sur Trustpilot, c'est l'une des plateformes les mieux notées et voilà l'interface. Là, je lance le jeu, je fais 2 missions, je reviens sur Freecash et bim, mes récompenses s'ajoutent directement ici. Pensez juste à bien activer le suivi de l'application, sinon vous serez pas crédité. Franchement, c'est trop simple. Tu peux jouer partout, dans le métro, entre 2 épisodes d'animé, et tu gagnes de l'argent réel. Tu peux retirer sur PayPal ou en carte cadeau, c'est propre. Si vous voulez tester, utilisez le lien en description ou mon QR code. Franchement, c'est le meilleur moment pour commencer parce qu'il y a un bonus de 5 € offert quand vous lancez votre première offre. Selon votre pays, l'interface peut changer un peu, mais le fonctionnement reste le même. Perso, je vais continuer cette semaine pour voir combien je peux accumuler. Rejoignez l'aventure là. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre commence avec un peu de mise en contexte. On découvre ce qu'il s'est passé concernant la technique des 10 ombres depuis ces 68 dernières années. La voie des 10 ombres, la technique héréditaire la plus puissante du clan Zenin, a été proscrite par le clan Gojo. Il faut dire qu'après le massacre de Maki, le clan Zenin a été extrêmement affaibli. Le clan Gojo a retrouvé une position dominante, ce qui lui permet désormais d'imposer sa vision et son influence sur les autres clans. La technique des 10 ombres a donc été proscrite. Mais pourquoi? Eh bien, si la fin de Jujutsu Kaisen nous a appris quelque chose, c'est que la voie des 10 ombres est une arme redoutable. Il faut dire que Sukuna, le roi des fléaux, s'est directement intéressé à Megumi par rapport à cette technique. Sukuna a réussi à vaincre Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, grâce à Makora et son adaptation. Je ne sais pas si on réalise, mais le 6e œil et la technique de l'infini ont été surpassés par la voie des 10 ombres. C'est le contre absolu. De manière très logique, la famille Gojo, après ces événements, a réalisé le danger fondamental que cette technique représente pour leur clan et leur lignée. Par conséquent, le clan Zenin étant affaibli, ils en ont profité pour bannir cette technique. La seule exception, c'est Yuka Okotsu. Elle est autorisée à utiliser la technique des 10 ombres, mais seulement en partie. Elle a le droit d'utiliser des techniques des familiers, mais sans les invoquer complètement. C'est ce que nous avons vu auparavant. En parlant de Yuka, nous apprenons que sa situation est plus tendue que jamais. Yuka Okotsu est d'ores et déjà considérée comme morte. Le rituel de soumission de Makora l'achèvera, peu importe l'issue. La cérémonie ne prendra fin qu'au décès de Dabura ou lors de la destruction de Makora. Peu importe l'issue, Yuka mourra sur le coup. Vraiment, la technique des 10 ombres, c'est la vraie malédiction de
de Jutsu Kaisen. Ses utilisateurs sont tous condamnés. Pour revenir dans le cœur de l'action, l'affrontement se poursuit entre Makora et Dabura. La roue de Makora a déjà tourné une fois suite à la première attaque de Dabura. Plus que 3 à 4 tours avant que l'adaptation de Makora se fasse complètement concernant le sort de Dabura. Makora se rue alors sur Dabura et l'envoie voler avec un coup de pied. Mais Dabura réussit à stopper sa projection avec un seul bras, utilisant les bâtiments qui l'entourent. Il aura farm de fou. Dabura utilise alors son sort de lumière comme si c'était un rayon laser, déchiquetant la moitié du corps de Makora. Mais à cet instant, la roue de Makora tourne une nouvelle fois. Rappelez-vous que lorsque Makora est touché plusieurs fois par la même attaque, le processus d'adaptation s'accélère. Les dégâts sont de moins en moins importants sur lui. Le bras de Makora se régénère ainsi extrêmement vite. Et alors que Dabura lui lance un projectile, ce dernier réussit à l'attraper et le détruire. Dabura réalise alors ce qui est en train de se passer. Il comprend que Makora n'est pas juste une marionnette incassable qui combat à la place de Yuka. Makora cache un réel pouvoir. Les familiers sont des créatures exclusives aux exorcistes sur Terre. C'est quelque chose que Dabura n'a jamais connu auparavant. Mais comme Sukuna à l'époque, Dabura semble comprendre très vite que Makora s'adapte à sa technique. On a quand même des planches magnifiques les gars. Je crois que je commence à préférer le style de dessin de Yuji, le dessinateur de Modulo. Regardez cette magnifique illustration. C'est une collaboration entre Yuji et Gege. Gege a dessiné les OG de Jutsu Kaisen et Yuji a dessiné la New Gen de Modulo. Franchement, c'est du pur art. De retour au chapitre, personnellement, j'attends beaucoup de Dabura. Il a été trop hype depuis le début pour flop devant Makora. On nous a dit qu'il pourrait détruire une nation. Il a été comparé à une arme nucléaire. Il doit nous montrer que devant Makora, il brille autant que Sukuna. Dabura utilise alors une nouvelle technique. Des masses de lumière se créent et elles se reflètent sur Makora. Cette technique déchiquette Makora instantanément. Makora réussit cependant à se régénérer et sa roue tourne une nouvelle fois. Plus qu'un ou deux tours et Makora sera complètement adapté à la technique de Dabura. Dabura passe alors à la vitesse supérieure. Il bondit sur Makora et lui envoie sa technique à bout portant. L'impact ravage littéralement tous les alentours. Tous les immeubles sont démolis. De manière très évidente, ça nous rappelle beaucoup l'impact de la flèche de Sukuna à Shibuya. Dites-vous que Dabura n'est même pas dans son extension du territoire. C'est une simple technique qui cause autant de dégâts. L'énergie de ce dernier est tellement élevée qu'elle ne disparaît pas directement. Elle reste au ciel, suspendue sans se dissiper. C'est à cet instant que Dabura comprend réellement ce qui se passe. Makora s'adapte à sa technique pour créer un contre. Maintenant que Dabura a compris la capacité de Makora, les choses sérieuses vont commencer. Quelles options s'offrent à lui? Dabura pourrait tenter de one-shot Makora en utilisant sa technique à la charge maximale. Il faut dire que Dabura ne semble pas avoir tout envoyé encore. Il reste très nonchalant durant l'affrontement. Il n'est pas du tout dans le même thème que Sukuna qui s'amusait face à Makora. Deuxième option, Dabura pourrait utiliser une extension du territoire. On ne sait pas si les Sumériens sont capables d'en déclencher une, mais ce qui est sûr, c'est que l'effet imparable du territoire permettrait à Dabura d'en finir avec Makora d'un seul coup. Dans tous les cas, étant donné les paroles de Oui concernant la solitude de Dabura, je ne pense pas que l'affrontement soit bientôt terminé. Dabura n'a pas eu d'évolution psychologique depuis le début. Il semble toujours s'ennuyer et être assez nonchalant. Honnêtement, j'espère que Yuji va faire son retour. Son arrivée pourrait complètement bousculer la situation et donner une chance de survie à Yuka. Yuji pourrait être celui qui sortira définitivement Dabura de sa solitude. Gege Akutami a réalisé le premier dessin officiel de ce à quoi Yuji ressemble aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas un clin d'œil pour nous annoncer son retour? Dites-moi en commentaire vos idées et théories. Le chapitre se poursuit ainsi sur un autre affrontement, celui de Maru contre Tsurugi. Les deux épéistes s'affrontent, mais Tsurugi a l'avantage. Maru réalise la puissance de la restriction innée. Il se dit exactement les mêmes choses que Sukuna lors de son affrontement contre Maki. Tsurugi lors d'un affrontement est l'être le plus imprévisible du monde. Grâce à sa restriction innée, chacune de ses attaques est comme une attaque surprise. Rappelez-vous que même Gojo Satoru, alors qu'il a le sixième œil, avait du mal à suivre les attaques de Toji. Dans le même esprit, Maru n'arrive pas à anticiper les attaques de Tsurugi. Au-delà, Tsurugi réussit à rediriger l'énergie occulte de son objet maudit pour recourir à un sort. C'est donc un adversaire imprévisible qui réussit quand même à manipuler l'énergie occulte grâce à son objet maudit. Les étincelles de sa lame sont dirigées vers Maru à chaque attaque. Pour moi, le fait que Maru mentionne que Tsurugi parvienne à manipuler l'énergie occulte et des objets maudits n'est pas du tout anodin. Est-ce que ça n'annoncerait pas le retour de Rika? Tsurugi possède sûrement toujours la bague de Rika. Je ne pense pas que Yuka, vu son état actuel, soit en mesure d'invoquer Rika. Tsurugi, vu ses capacités, pourrait tout à fait le faire. Il réussit à manipuler l'énergie occulte des objets maudits. Rika est un fléau de rang S. Elle va sûrement être considérée comme un Kalian par Maru. Par conséquent, il ne pourra plus combattre Tsurugi. Je pense que c'est ce qui risque de se passer dans les prochains chapitres, surtout étant donné la puissance de Maru. Maru est en difficulté. Il n'a pas envie de combattre Tsurugi. Mais Tsurugi l'informe alors de son objectif. Il veut sauver sa petite sœur Yuka. Le seul moyen pour que Yuka reste en vie et que Dabura quitte la Terre. Comme pour la malédiction qui touche la sœur de Dabura, la portée du rituel de soumission de Makora ne devrait pas dépasser la planète où il est instauré. Par conséquent, si Dabura quitte la Terre, le rituel prendra fin. Mais Maru explique que Dabura ne retournera pas sur Sumeria. Dabura est inclus dans la malédiction de sa sœur. S'il retourne à Sumeria, ce serait trop risqué. Elle pourrait mourir définitivement. La seule solution concernant Dabura et la malédiction
malédiction de sa sœur et d'utiliser les cordes noires. Mais Maru explique qu'il est trop tard pour cela désormais. Rappelez-vous que Dabura a une sœur. On ne sait pas grand chose sur elle, mais on sait qu'elle est retenue par le chef des Deskuntiens. Je me suis toujours demandé pourquoi Dabura n'a pas juste tué le leader des Deskuntiens pour sauver sa sœur. C'est une menace du niveau de Sukuna après tout. Il peut vaincre n'importe qui. Mais là, nous avons enfin la réponse. Peut-être que si Dabura tue les chefs Deskuntiens, la malédiction se déclenchera et sa sœur mourra sur le coup. Dans le chapitre 11, Uzami expliquait à Dabura que les cordes noires existent et que cet objet maudit permet d'annuler n'importe quel sort ou malédiction. Cet objet pourrait lever la malédiction sur sa sœur. Rappelez-vous que cet objet maudit a été mentionné dans Jutsu Kaisen. Tsurugi déclare alors que s'il gagne, Maru et les Sumériens devront quitter la Terre. Tsurugi c'est un vrai xénophobe. On sait pour qui il va voter en 2027. Maru à cet instant ressent qu'il est dans une position similaire à celle de Dabura. Il a failli perdre son frère et il a peur de perdre ses amis. Il se retient face à Tsurugi, son ami. Mais alors que Maru est en pleine introspection, il se passe quelque chose d'étrange. Une voix provenant de son troisième œil lui parle. Une voix malveillante. Elle lui déclare: comment peux-tu te qualifier de guerrier si tu laisses un terrien te marcher dessus? Et cette voix prend le dessus sur Maru. Il décide de ne plus retenir ses coups et de frapper avec l'intention de tuer. Il utilise alors sa technique dont le nom nous est révélé pour la première fois, Chaos et Harmonie. À l'instant où cette technique s'active, l'environnement change d'un coup. Les principes physiques semblent être renversés, exactement comme lors de son combat contre le vieux maître des fléaux. Tsurugi va être face à un Maru à 100%. Bon, ce chapitre était vraiment fou. Les deux affrontements sont bien introduits et les choses sérieuses commencent. J'ai hâte de voir Dabura à pleine puissance et surtout j'espère que Rika fera son entrée pour sauver Tsurugi. En tout cas, dites-moi en commentaire vos pronostics et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. N'oubliez pas de tester Freecash la team si ça vous intéresse. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.